Bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus ou les présidents d'associations. Chère Marie-Thérèse, merci de m'avoir invité pour parler. Ça marche le micro? Très bien, voilà. Donc, effectivement, ces cadets, et à la fois Épernon et D'Artagnan étaient des cadets. J'ai voulu essayer de vous proposer un parcours rapide avec des images. Donc, pour tenter d'imaginer l'habitat, les lieux de vie de ces cadets avant qu'ils ne partent loin de la Gascogne. Alors, nous avons un patrimoine castral extrêmement abondant en Gascogne gersoise. Je précise, parce qu'on me l'a fait remarquer ce matin, je me limite à la Gascogne gersoise. Je n'ai pas la prétention d'embrasser toute la Grande Aquitaine. En Gascogne gersoise, nous avons un patrimoine abondant et nombreux et qui montre que au Moyen-Âge, la noblesse gasconne est nombreuse, ancienne, de qualité. Elle se renouvelle régulièrement par l'accès à cette noblesse de fils de marchands enrichis, tel le bourgeois gentilhomme de Molière, le grand-père de D'Artagnan, probablement les ancêtres d'Épernon. Mais c'est le fait qu'elle soit nombreuse dans un pays où les ressources agricoles étaient quand même limitées, fait que bâtir autrefois, aujourd'hui c'est pas simple non plus, bâtir autrefois, il fallait de l'argent pour pouvoir bâtir. Si on n'en a pas, on va avoir des constructions limitées, mais on va vouloir essayer de montrer qu'on est quand même au-dessus de la mêlée. Donc on va avoir au Moyen-Âge, à partir du moment où on a les premières constructions seigneuriales, pour l'Aquitaine, des constructions en bois comme ailleurs au Xe, XIe siècle, les premières constructions en pierre identifiées par les spécialistes, archéologues, démarrent au mieux au XIIe siècle et ne sont plus représentées, hélas, que par des fondations le plus souvent. Ce qu'on peut voir le mieux, c'est sans doute à Durban, à défaut d'aller voir le moulin, jeter un coup d'œil aussi aux fondations du château, enfin, aller voir aussi le moulin. Hein. Voilà. Et donc, ces différentes maisons, des maisons fortes, des salles, se limitent très souvent à une tour érigée, si possible, sur un promontoire, un peu plus haute que tout le reste des autres constructions, des tours effectivement en pierre. Il faut se souvenir que ces constructions sont prévues pour abriter une salle, la salle de réunion, la salle de réception, la salle de vie, qui la plupart du temps est au deuxième étage. Ignorer toutes les fenêtres et les ouvertures des rez-de-chaussée, ça n'existait pas. On gagnait les étages comme on pouvait, parfois avec des échelles scabreuses, mais petit à petit, on va quand même faire des progrès et on va inventer l'escalier à vis, assez étroit, logé dans une tour ou une tourelle qui flanque la tour-salle. Et au pied, il y avait bien sûr des dépendances, le plus souvent en torchis, qui ont disparu. Je vous en ai montré quelques exemples. Lorsqu'on a des bâtiments un peu plus importants, c'est qu'on a affaire à des personnalités. Un évêque à Sainte-Mère, un abbé de Condom à la Gardère. Donc là, eux ont un peu plus de revenus, mais vous voyez que c'est quand même assez limité. On a un corps de bâtiment massif, qui veut impressionner, qui n'a aucune valeur militaire, ça ne supporte pas un siège de plus d'une semaine, mais ça montre quand même qu'on est au-dessus et on veut se hausser du col. Après les autres personnages, on va avoir quelques barons, il ne nous reste pratiquement plus rien des constructions de nos grands féodaux qui étaient les comtes d'Armagnac. Ici, simplement, un cadet, le baron de Termes, et il nous reste le beau donjon de Termes, qui est spectaculaire, mais qui, là aussi, pour l'avis des spécialistes de l'époque, ne résistait pas à un siège tout au plus, à un coup de force d'un voisin irascible ou de mauvaise humeur qui aurait voulu venir vous causer des ennuis. Les tourelles d'angle que vous voyez sont
c'est presque de la déco, hein, c'est plus beau, pas de, très, très important. Ces gens-là avaient des petits fiefs. Quand ils arrivaient à réunir 20 cavaliers, c'était déjà important, plus un petit peu de piétaille, comme on disait, mais ça comptait pas beaucoup. Donc, en fait, oubliez complètement ce que Michelet, les historiens Michelet et autres vous ont peut-être inculqué. Les grandes batailles d'armées de plusieurs milliers d'hommes, pas du tout, sauf quand c'était quelques rois de France ou d'Angleterre qui s'affrontaient. Là, on est à quelques dizaines. Et en fait, on n'attaque pas le château lui-même, on ravage le village et les populations qui sont autour. On fauche le bétail, les hommes s'enfuient dans les forêts. Pardon, mais les dames, si elles ne courent pas assez vite, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on le sait parce qu'on a des... Parfois, à l'heure de la mort, ils font leur testament. Et Géraud de Casaubon, dans son testament, dit que finalement, il va verser des sommes de dédommagement aux populations. Il faisait des espèces de petites razzias. Et donc, par son testament, on apprend le nombre de villages et le nombre de paysans qu'il a trucidés. Il ne dit pas trucidés, il dit malmenés. Voilà. Et donc, ce sont des maisons de taille limitée. Pour se rapprocher des 15e, 16e siècles, début du 17e, donc le siècle d'Épernon, lorsque vous avez une construction importante, regardez les collecteurs d'impôts. Ils ont quelques revenus, un peu plus que les autres. Ils prélevaient, dit-on, un peu plus qu'on leur demandait. Salluste du Bartas, le père, donc receveur des dîmes de l'évêché de Lombès, donc bourgeois enrichi, élève la moitié de château du Bartas et l'agrandira ensuite. Son fils deviendra le grand poète que vous connaissez. À Pujos, à Roquebrune, c'est pareil pour les Dufort, qui font fortune en collectant les impôts pour les derniers contre l'Armagnac. Ils deviendront un grand lignage, les Dufort, autour de Toulouse. Ne vous trompez pas, ceci n'est pas du tout un château du Moyen-Âge. C'est vraiment une reconstruction totale après, pas totale, je suis méchant, 90%. Après l'incendie de 1888, un historien va publier prochainement dans un prochain bulletin de la Société archéologique du Gers. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de le faire. Les dessins du château des puissants quand même seigneurs d'Ornézan et de Saint-Blancard, c'était un tout petit manoir. Et quand la dernière épouse un Biron, les Birons ne sont pas gascons et ils délaissent complètement le manoir. Au XIXe, lorsqu'il flambe, les descendants Gontaut-Biron auront à cœur de le reconstruire. Et on espère que ce beau bâtiment, qui a quelques soucis depuis quelques années, va retrouver une utilisation digne de son passé. Alors, on a parfois, vous voyez, des maisons qui sont bien conservées ou qui ont fait l'objet de restaurations récentes, toujours des constructions massées, en plan massé, un plan rectangulaire, une construction quadrangulaire et au mieux une ou deux tours. Mais justement, le siècle de d'Épernon, donc à partir du XVIe siècle, quand même, on va vouloir abandonner un petit peu cet aspect rude, cet aspect obscur de ces maisons, et à l'influence des modes du nord de la France ou de l'Italie, on va percer enfin les façades avec les fenêtres à meneaux qui vont éclairer, apporter l'éclairage à l'intérieur. On pourra dire que peut-être d'ailleurs, ces cadets de Gascogne que l'on trouve au cours de l'histoire, et relisez la thèse et tous les travaux de Véronique Larcade, eh bien, quand, bien sûr qu'ils étaient titulaires du fief, ils partaient combattre dans l'armée du roi, et ceux qui restaient là,
et on les oublie, et on va peut-être, il va falloir en parler, eh bien c'était les femmes, c'était les épouses, c'était les mères. Et pendant que M. guerroyait, on ne savait pas trop où d'ailleurs souvent, parce qu'on ne recevait pas souvent des nouvelles, c'était elles qui faisaient tourner les maisons, qui, chaque fois que monsieur revenait, il venait chercher de l'argent, il faisait un ou deux gosses et il repartait. Et donc, ce sont elles qui font tourner, et très souvent, ce sont ces femmes qui vont gérer les domaines et qui vont construire. Mais au XVIe siècle, la nouveauté arrive un petit peu, avec des maisons plus aimables, avec des maisons plus ouvertes, même si, quand on a François de Cassagnet qui nous construit le château de Saint-Orens-Pouille-Petit, il reste quand même influencé par la tradition gasconne, avec un bâtiment regroupé en ailes, mais qui est encore de plan massé. Par contre, François de Cassagnet, les historiens et les archéologues l'adorent, parce que c'est un mec génial. Il nous met une plaque pour nous dire en quelle année il a fait le château. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est vraiment... ça nous évite des journées et des journées aux archives départementales à chercher dans des notaires. On dit que les notaires écrivaient mal. Vous savez, moi, j'ai dit quelquefois à des élèves de collège ou de lycée, dans quelques années, vos classeurs vont être des documents historiques. Le nombre qui m'ont dit « Ah non, pas le mien hein. ». Voilà. Alors, il faut les lire, les notaires, il faut aller aux archives départementales. C'est que comme ça qu'on avancera sur l'histoire de nos maisons. Saint-Orens-Pouille-Petit, 1579, un acte retrouvé dans un notaire, 1582. Bivès, qui est reconstruit par Bernard de Castelbajac. Bernard de Castelbajac est un mauvais sujet. Son père est très mécontent. On a les textes qui nous l'écrivent. Il s'est marié sans l'accord de son père. C'est quand même pas bien, ça ne se fait pas. Et à tel point qu'on a le testament, son père le déshérite. Mais fait héritière sa femme, et la maman pardonne au fils. Et donc, évidemment, il va avoir ensuite de l'argent pour construire Bivès, qui est finalement, bien sûr, c'est une innovation, parce qu'on a désormais des ouvertures au rez-de-chaussée, on a des portes au rez-de-chaussée. Ça va rompre avec les austères maisons médiévales, mais on garde par-ci par-là, quand on a des ouvertures en rez-de-chaussée, ce qu'on appelle des bouches à feu, pour passer les mousquets, au cas où, vous savez, le voisin... Et on nous l'a rappelé, bien sûr, on se fâche avec son voisin, mais c'est aussi des guerres de religion. C'est une période extrêmement difficile sur le plan politique. La période économique n'est pas facile. Il y aura les révoltes fiscales aussi du début du XVIIe siècle. Donc, on construit peu de choses. Quand, en 1606, on le sait, Jean de Bezol décide, alors j'aurais dû dire reconstruire Beaumont, eh bien, il y a déjà un petit château qui est on a une flèche? Non, on n'a pas de flèche, tant pis. La partie qui est en face de moi, là-bas. Et en fait, là aussi, pour construire, il faut de l'argent, il faut des tailleurs de pierre, il faut l'idéal, il faut un architecte. Les architectes sont rares, les architectes sont chers, et Jean de Bezol fait appel à un grand architecte, l'architecte Souffron, pour construire l'aile en retour d'équerre, et c'est sans doute Souffron qui conçoit cette disposition théâtrale avec cette entrée assez spectaculaire. On ne connaît pas encore très bien ces architectes de la Renaissance en Gascogne, et on espère que bientôt la thèse de notre jeune collègue Sophie Fradier sur les architectes Souffron nous en apprendra beaucoup. Alors pourtant, voilà un autre exemple contemporain d'Épernon. On aurait pu s'attendre avec Antoine de Roquelaure, qui a pas tout à fait l'envergure d'Épernon, mais enfin, qui devient, c'est la réussite aussi de notre grand cadet de Gascogne. Et Épernon il a, à l'époque, on est vieux, à 50 ans, il n'a pas de garçon, donc il se remarie avec une jeune fille de 16 ou 18 ans, j'ai oublié. Et cette jeune fille, il lui demande deux choses, parce que lui, il est occupé ailleurs. Il lui demande de lui faire un fils. Bon, ça, il reste quelque temps et ça marche. Et après, il lui demande de construire. Et elle va construire, il a de l'argent, il a quand même quelques architectes. Pourtant, on aime beaucoup la Lardens.
Mais la Vardens inachevée est quand même encore prisonnier des modes et des structures du Moyen-Âge, avec une allure générale encore un peu lourde, même si les trompes qui supportent l'édifice sont élégantes, les grandes fenêtres à double meneau sont élégantes, mais Suzanne de Bassabat, une femme de tête qui fait des choses tout à fait remarquables, ne va pas jusqu'à ouvrir l'architecture, à découvrir l'architecture, comme Épernon le fera à Caumont, et alors encore mieux à Cadillac. Cadillac, alors là, les Gascons, ça nous laisse bouche bée. Alors là, les dimensions, le luxe, l'ampleur de Cadillac, ça c'est bien. Mais Caumont, pour nous, c'est quand même, pour les Gascons, c'est quand même la merveille. C'est quand même la merveille parce que, bon, après il y a le Toulousain, mais le Toulousain est un peu pollué par la richesse des grands bourgeois toulousains, enrichis dans la culture du pastel. Donc on passe vers une autre région et d'autres conditions sociologiques. Caumont pour nous, c'est le château à la moderne, c'est le château raffiné, c'est le château développé. Là, on n'est plus en plan massé, on est développé sur un bâtiment en U, même si autrefois il était fermé par une courtine au niveau de son dernier côté. C'est vraiment la réussite d'Épernon en Gascogne et la marque de ce que pouvait faire un cadet de Gascogne quand il revenait au pays pour montrer aux autres qu'il avait réussi. Il a eu les moyens, il a eu le goût, il a eu un architecte toulousain, sans doute, Bachelier. C'est vraiment la réunion de tout ce qu'auraient pu souhaiter les autres Gascons, cadets de Gascogne l'auraient sans doute voulu. Ils n'avaient pas tous ces éléments réunis, l'argent, la connaissance de l'architecture qui se faisait ailleurs, dans le nord de la France ou en Italie, la connaissance des bons architectes et l'argent pour les faire venir. Lorsque ça arrivait quelquefois, les cadets de Gascogne et les jeunes de Gascogne étaient étonnés. Je pense par exemple, quelques années avant, la construction du château de Saint-Martin d'Armagnac. En peu de temps, dans la Gascogne profonde, j'adore l'Armagnac, mais bon, Saint-Martin d'Armagnac, on voit construire en peu de temps un petit château aux dernières modes Et tout le monde se dit, mais qui est celui qui construit? Ce n'est pas un Gascon, c'est quelqu'un qui a hérité de ce domaine par hasard. Et évidemment, il a beaucoup d'argent pour le faire. À Saint-Martin d'Armagnac, c'est le fils d'un cardinal. Alors vous comprenez ça, ça évidemment, quand vous avez un père cardinal à l'époque, vous avez de l'argent, c'est pas pareil. Et donc il va pouvoir innover à Saint-Martin. Autour d'ici, évidemment, vous avez aussi Savignac-Monnat qui est très attachant, sortant du Gers, je pourrais citer l'Aréole. Savignac-Monnat, attention, Savignac-Monnat, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est probablement un Pardaillan-Gondrin. Donc là, les Pardaillan-Gondrin, c'est quand même la grande famille. La suivante. Pardon ? 5 minutes. Allez, j'accélère. Alors, voilà, passez-moi vite les suivantes, alors. Donc après, je voudrais vous montrer un peu quelques intérieurs. Alors. Bon, Castelmore, vous le connaissez tous, à part que si vous voulez imaginer Castelmore, il faut imaginer la moitié de Castelmore. Hein. Vous n'avez que la moitié, que cette moitié-là. Tout le reste a été reconstruit après, donc au XVIIIe siècle. La suivante. Voilà le rêve du cadet de Gascogne. Le rêve du cadet de Gascogne, c'est donc une maison quadrangulaire, des communs, des bâtiments agricoles et une tour-salle pour l'escalier. La suivante. Voilà, encore. Bouvet, pas loin d'ici, mais je passe. Évidemment, Bouvet est un peu plus ambitieux, un peu plus important. Un cadet de la famille est devenu évêque. Tout d'un coup, ça apporte des revenus. Alors, pour les intérieurs, la suivante, on va passer rapidement. Donc, on va avoir très peu d'intérieurs conservés pour vous parler des décors. Ici, Maniban, la petite salle de Maniban, à l'étage, une seule salle décorée. Effectivement, vu ce qui reste, on regrette de ne pas avoir tout le décor peint, les fresques de la fin du XVIe siècle.
Ici, à Mérins est un exemple où, forteresse rude et sans doute assez austère, un élément important, et là c'est les documents qui nous le disent, on tapissait les murs, c'est le cas de dire, on couvrait les murs de tapisserie. Et là, les documents nous permettent de savoir, regardez, le seigneur de Mérins a été marié 3 fois, chaque fois ses femmes avaient apporté en dot des tapisseries. Alors regardez ce que ça donne. C'était ces décors qui adoucissaient ces intérieurs un peu austères. Mérins superbement restauré depuis peu. La suivante. Le décor, l'ensemble le plus extraordinaire, c'est Bazian. Bazian à côté de Vic-Fezensac, où les Bourbons-Bazian ont entièrement commandé un décor peint extraordinaire. La suivante. Avec les plafonds, les cheminées, les murs, tout est... Le décor peint est là, du XVIIe siècle. Et l'intelligence du dernier propriétaire, Pierre-Laurent Dufaux, c'est d'avoir sauvé l'édifice et d'avoir touché à peine un peu au décor peint pour qu'il ne s'abîme pas. Plus tard, quand le nouveau propriétaire, et peut-être que la DRAC aura plus de crédit, j'espère qu'on restaurera les décors peints de Bazian et qu'on aura enfin une idée on pourra montrer à quoi ressemblaient ces décors peints avec plafond, cheminée, murs peints, etc. La suivante. Sinon, on fait comme on peut, on sculpte les éléments. Les sculpteurs coûtent cher, donc on n'a pas beaucoup de sculptures. Quelques exemples par-ci par-là de décors sculptés. Saint-Lary, Bellegarde, le château de Bellegarde, très belle construction du début du XVIIe siècle, de l'époque de Pernon, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. La suivante. Et voilà, alors finissons sur sans doute ce qui est le plus beau décor. Allez le visiter. Le patrimoine ne vit que si vous le visitez et si vous allez le voir. Voilà encore un autre cadet de Gascogne, parti comme chevalier de Malte, un cadet qui donc a des aventures tout à fait extraordinaires en Méditerranée pour lutter contre l'avancée des troupes de l'Empire ottoman et des musulmans dans l'est de la Méditerranée, et qui va commander à un peintre italien du milieu du XVIIe siècle des toiles peintes qui copient le décor de la grande salle des Chevaliers de Malte à La Valette. Et les toiles vont être roulées, vont être envoyées à son frère, et on a les lettres, et il dit à son frère, construisez une aile à la maison, mettez-y les toiles, je crois qu'elles y feront bien. Le frère l'a fait, il a intégré les toiles dans des boiseries plafond peint contemporains, et heureusement, on a conservé ce décor. Et il y a quelques années, donc, à la fois la DRAC et la conservation des antiquités objets d'art ont fait restaurer les toiles peintes qui sont... c'est un diaporama qui vous décrit le siège de l'île de Malte par les troupes de Soliman le Magnifique en 1567. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà, donc allez voir le patrimoine, soutenez notre patrimoine laissé par nos cadets. Sans doute... on aurait aimé qu'il y ait plus de réussite pour avoir des éléments architecturaux spectaculaires, qu'il n'y ait pas que Épernon ou Roquelaure, qu'il y en ait d'autres, mais quand même, avec des dimensions limitées, avec sans doute bien sûr des ambitions moins importantes, notre patrimoine de ces cadets est intéressant. Après, les cadets, comme l'avait initié Antoine de Roquelaure, vont abandonner cette idée de maison médiévale pour des maisons plus agréables, pour des maisons à vivre, les chartreuses. Antoine de Roquelaure, et c'est peut-être Suzanne, sa femme, qui a préféré se faire construire le Rieutort, qui est quand même plus sympa à vivre que la Vardens. Voilà. Et bien, cette mode des chartreuses, une maison de qualité, alors c'est quand même pas, il faut quand même 600 ou 700 mètres carrés habitables, il faut quand même un petit peu de place. Et la plupart des lignages gascons vont adopter ce parti de la chartreuse, et c'est pour ça que nous en avons des dizaines en Gascogne gersoise. Je vous remercie.